Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir. C'est vraiment un bonheur de vous avoir avec nous. Autour de moi, deux chroniqueuses. Bonsoir Annabelle Guiraud. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Brahim. Ravi de t'avoir aussi avec nous ce soir. Quel est ton programme ? Eh ben, ce soir, on inverse les rôles. Oui. Figure-toi que oui. Brahim, tu sais quoi ? Tu vas être l'invité. Non. L'invité de mon micro. Si. Aïe. Je vais passer sur le grill, comme on dit. Bonsoir Valérie Beau. Bonsoir. Ça fait plaisir de t'avoir aussi ce soir et de te voir. Eh ben oui, c'est merveilleux. Plein de bonheur. C'est le printemps, on est ensemble. Ouais. Donc c'est génial. Et moi, je vous invite au cinéma. Ouais. Alors écoutez bien le nom du film. Toute la beauté et le sang versé. Et vous en saurez plus tout à l'heure. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, Didier Reynaud présentera son exposition audio et virtuelle, l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe dans à peu près, on va dire, 40 minutes maintenant. Et nous aurons aussi Denis Martin Chabot et Anne-Catherine. Vous savez son nom ? Non. Non, Anne-Catherine, non. Résumé. Comment ? Résumé. Oui. Merci de rester avec nous. Et vous savez quoi ? Il y a avec nous le réalisateur de l'émission ce soir. Eh oui, bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. Qu'est-ce que ça fait d'être invité dans ta propre émission ? Là, ça fait un peu tout drôle et j'en suis même un peu déstabilisé et perturbé pour vous dire, hein, c'est fou. Eh oui, c'est bizarre, effectivement. En tout cas, ce soir, on a une très belle émission qui nous attend. Et puis, je tiens à vous dire aussi, on a de très très belles musiques qui nous attendent. Ouais. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse sur votre faim. Merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. On démarre tout de suite LGBT+ Committee avec Christophe Martet. Bonsoir Christophe, comment ça va ? Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous. Merci. Alors, Gérald Darmanin nous surprend un peu et il fait une intervention un peu curieuse. Tu peux nous dire ? Oui, du mariage. c'était dimanche, je pense que vous avez toutes et tous vu ça, c'était les 10 ans du vote définitif de la loi instaurant le mariage pour tous et l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe. Mais c'est vrai qu'on a assisté à ce que j'appelle un peu un bal des hypocrites, puisque plusieurs anciens ministres ou ministres actuels ont dit qu'ils regrettaient de ne pas avoir voté le mariage pour tous, que si c'était à refaire, ils voteraient pour le mariage des couples de même sexe, et en particulier Gérald Darmanin, alors qu'on sait qu'il avait été vraiment un des très vindicatifs contre le mariage à cette époque. Il avait tweeté plusieurs fois. Et ce que je dis, c'est qu'effectivement, il a quand même pas de face, parce que quelque part, c'est celui qui aussi instrumentalise la question homo en 2012, qui aujourd'hui instrumentalise le sort des étrangers. On voit bien comment il réagit par rapport aux personnes étrangères et une politique très dure. Donc, ce que j'ai dit dans mon tuto, c'est que son mea culpa sonnait quand même très très creux et faux, parce que vraiment, on sait aussi que cette période du mariage pour tous a été dure pour nous, les personnes LGBT, parce qu'on a assisté à un déferlement d'homophobie. En revanche, on garde de très bons souvenirs de Noël Mamère quand il célébrait le premier mariage d'un couple gay en 2004, Christophe. Oui, tout à fait. C'est l'avantage d'avoir aussi les archives de YAG, dont j'étais un des cofondateurs, donc YAG.com. C'est qu'on peut ressortir régulièrement des informations et des archives importantes. Et notamment, on avait interviewé pour les 10 ans du mariage de Bègle. Donc, je rappelle, le mariage de Bègle, c'était le premier mariage d'un couple gay en 2004. Bègle, c'est une ville donc du sud-ouest dont Noël Mamère était le maire. Et il avait célébré ce mariage. Là encore, il y avait eu énormément d'opposition. Il raconte d'ailleurs dans la vidéo qu'il avait dû dormir dans la mairie la veille parce que il avait peur de ne pas pouvoir rentrer dans sa mairie à cause des manifestations. Mais il a été précurseur. C'est lui qui vraiment a entamé le débat. Donc on a ressorti cette vidéo qui date de 2014, où il expliquait comment s'était passée cette journée proprement historique. Pour passer à un autre sujet, Christophe, les conservateurs américains font parler d'eux en ce moment. Oui, alors c'est vrai qu'il y a c'est une guerre contre les personnes trans, en particulier aux États-Unis.
On peut citer ce qui s'est passé avec cette influenceuse trans qui avait fait de la pub pour une bière et qui a déchaîné les foudres des conservateurs et de la droite extrême et des masculinistes aux États-Unis qui ont trouvé rien de mieux que de tirer à balles réelles sur des canettes de bière pour se plaindre de cette publicité de la marque Bud Light. Mais c'est aussi toute une offensive des conservateurs américains et des États américains contre les personnes trans, en particulier à l'école, et notamment aussi des élus qui ont décidé, par exemple en Idaho, en Indiana et en Géorgie, qui ont adopté des lois qui interdisent les traitements, avec même y compris des pénalités pour les médecins qui enfreindraient la règle. Donc on voit qu'il y a vraiment une offensive très très forte contre en particulier les personnes trans aux États-Unis. Bon, ça vient aussi en France parfois, il y a aussi ce débat en France, mais aux États-Unis, c'est vrai que la plupart des États conservateurs, des États républicains, passent des lois. Tout récemment, encore aujourd'hui, on a publié une info comme quoi une élue démocrate d'un État s'est vue carrément interdire la parole parce qu'elle avait fait un discours justement contestant les mesures. À propos de personnes trans, une très bonne nouvelle au Venezuela, Christophe. Oui, alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais effectivement, Tamara Adrian, qui était la première députée trans d'Amérique du Sud, a expliqué qu'elle était désormais, qui est militante LGBT bien sûr, elle a annoncé jeudi dernier donc sa candidature aux primaires de l'opposition en vue de l'élection de 2024, l'élection présidentielle. Donc c'était la première fois qu'une députée trans était élue en Amérique du Sud, et aujourd'hui elle souhaite effectivement se présenter à l'âge de 69 ans à la présidentielle dans son pays, accusant l'État d'homophobie par action et par omission. C'est-à-dire qu'elle considère que le Venezuela est vraiment à la traîne par rapport à d'autres pays de ce continent. Tu vas maintenant nous parler d'un acteur gay qui s'appelle Billy Porter, oui. Et qui va donc interpréter James Baldwin au cinéma. Voilà. Non, mais donc donc Billy Porter, vous voyez, c'est un acteur gay noir qui notamment a un rôle important dans la série Pose, qui raconte les débuts du voguing de la scène ballroom à New York dans les années 80. Et il va interpréter cet auteur américain mythique, James Baldwin, donc qui a longtemps vécu en France. Donc je vous conseille vraiment la lecture de ses romans qui sont vraiment des romans magnifiques. On parle des romans qui ont été écrits comme Un autre pays ou Harlem Quartet, qui ont été écrits dans les années 50, 60, voire 70. Et c'était aussi un militant très important de la lutte des droits civiques, James Baldwin, et lui-même était gay. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de bonnes raisons pour s'intéresser à ce romancier et à ce projet de film. On va aussi, comme je disais tout à l'heure, s'intéresser à l'exposition. Didier Reynaud interviendra tout à l'heure par téléphone pour nous présenter son exposition audio et virtuelle, donc à propos de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Comité des partenaires. Oui, tout à fait. Parce qu'on considère que c'est un beau projet qui permet justement aussi de visibiliser de façon un peu différente cette période et ce qui s'est passé pendant cette période importante quand même pour nos droits. Merci Christophe. Quel est le réflexe pour s'abonner à Committed ? Committed.fr et puis après vous aurez toutes les infos pour consulter les articles du site. Christophe Martet, rédacteur en chef de Committed. Rendez-vous le mois prochain ? Avec plaisir, Brahim. Oui, bien sûr. Merci à toi et bonne semaine. Merci, bonne semaine à toutes et tous. Merci. Très vite. Et bonne journée de la visibilité lesbienne mercredi. Oui, effectivement. Voilà. Donc Anne-Catherine Mesure nous en parlera tout à l'heure en fin d'émission pour notre podcast. Très bien. Merci Christophe. À bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous retrouvons Valérie Beau. J'écris ton nom. Et quel est le nom de la personne ? Alors, oui, il y a deux femmes, parce que l'une est réalisatrice et l'autre est l'artiste dont il est question dans ce film. C'est un duo. Le film, donc, je vous l'ai annoncé, s'appelle Toute la beauté et le sang versé. Le duo de la cinéaste Laura Poitras et la photographe Nan Goldin offre à la fois une rétrospective et un manifeste de ce dont l'art, la vie et la lutte politique peuvent permettre. Alors on découvre comment et à quel point Nan Goldin a révolutionné l'art de la photographie
et questionné la notion de genre. Elle a rendu visible les années SIDA et son travail a fait qu'un scandale. À une époque, on ne voulait surtout ne rien voir à ce sujet. Et c'est absolument passionnant dans ce film parce qu'il fait appel aussi à des images d'archives. Et moi, ça m'a édifié à quel point ce scandale était retentissant. C'est aussi une plongée dans le milieu queer des années 80-90 à New York. L'artiste ne cache pas non plus sa bisexualité. Sa liberté rayonne d'une sincérité et d'une exigence esthétique novatrice. Elle explore la vie à l'état brut. Les grands musées du monde s'arrachent ses œuvres. Et cette artiste, donc connue mondialement, elle a effectivement sa vie privée, les choses qui arrivent, un accident, une opération et des douleurs. Elle a une prescription, on va dire, toute simple, d'antidouleurs. Et en fait, ces antidouleurs ont déclenché une infernale dépendance dont elle a failli mourir. Donc, on va dire sauvée, elle a essayé de comprendre. Et on en parle aussi dans le film, Nan Goldin explique. Je me suis focalisée sur la famille Sackler, car c'est un nom qui m'était familier. Je pensais qu'il s'agissait d'une famille de généreux mécènes qui soutenaient les artistes que j'aimais. Puis j'ai compris à quel point leur argent était sale. J'ai découvert ce qu'ils produisent et vendent, donc leurs médicaments, et c'est à cause de ces médicaments qu'elle est devenue dépendante. Elle explique encore « Les riches craignent que l'on se penche sur leur argent sale », finit de dire Nan Goldin, pour souligner un important angle mort du monde de l'art, celui de l'odeur de l'argent qui finance les institutions. Cette puissante industrie pharmaceutique, Sackler, diffuse des médicaments à base d'opiacés et répond en toute impunité à une addiction de masse aux médicaments antidouleurs, disponibles sur ordonnance. Elle est responsable de la mort de 500 000 personnes aux États-Unis. C'est tellement dingue, je me suis dit, non, depuis, ils ont quand même dû l'interdire. Non, puisqu'ils n'en parlent pas dans le film. Et le film vient de sortir. Donc, c'est un véritable, on va dire, scandale mondial sanitaire. Alors, face à cette injustice, elle n'est pas restée les bras croisés. Elle a créé, et ils ont créé un collectif avec une action, donc on le voit dans le film, intelligente, coordonnée, et avec même des quêtes esthétiques. On découvre comment s'organisent les actions. C'est une lutte politique et création esthétique redoutable, inspirée des méthodes d'Act Up, en créant des événements relayés par la presse. Alors, il est question des happenings dans différents musées, notamment au MoMA, et on voit des images alors qui sont très fortes politiquement, puisqu'il y a les gestes d'Act Up où les personnes sont allongées, immobiles et comme morts. Et puis, donc, ils ont refait des doubles de ces cachets, enfin des flacons. Donc, en fait, on les voit s'organiser, même un petit peu le stress d'avant. Tout est scénarisé. Donc, à tel moment, ils se donnent le signal. Et donc, soit ils jettent dans des bassins les flacons, soit du dernier étage du musée, ils font, on va dire, dégouliner des flyers politiques où ils chantent et le public les acclame aussi. La presse est prévenue et le musée est pris au piège de l'image parce que, sachant que dans les musées en question, il y avait des pièces dédiées à Sackler. Il s'achetait une sorte de presque immortalité dans les plus grands musées du monde, notamment au Louvre. Puisque là, elle était allée dans les bassins devant le Louvre avec banderoles. Dans les bassins, peut-être même, je me demande s'il n'y avait pas du rouge. Et donc, forcément, la presse en parle. Et dans le film, on apprend que le musée du Louvre est le premier musée qui a finalement dénommé une salle. Les autres musées ont suivi. Donc, on est pris dans ce film entre ce présent, une lutte, on va dire, pour la vie, et on replonge en même temps dans des allers-retours, ce qui fait que le spectateur, devant le film, il y a des montées d'émotions, mais à la fois temporisées avant, avec des images d'archives, avec une esthétique des années 80, 90, mais même aujourd'hui, l'évolution de son travail. On découvre Nan Goldin donc dans ce présent avec l'équipe. Et c'est un film qui est vraiment très... Enfin, il dure un peu moins de 2 heures, mais alors on en demande encore, parce qu'on a encore envie de plonger dans l'œuvre de l'artiste. Et c'est des allers-retours entre l'histoire de sa vie, sa lutte présente qui ponctue. Et effectivement, il n'y a pas de pression, on se sent libre. Ce film est vraiment beau et intelligent.
on ne s'étonnera pas et même on applaudira de savoir qu'elle a été primée. Il a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Ouais. Voilà, et il le mérite absolument largement. C'est un documentaire, mais on est pris quand même dans une narration et un scandale absolument complètement dingue où on a des personnes, enfin des témoignages de personnes où voilà, les personnes ont pris juste un antidouleur et puis ces médicaments sont d'une puissance qui oblige d'augmenter les doses de façon assez foudroyante. À la limite, la cocaïne est presque ou de petites drogues, voilà. Mais là, c'est non seulement, on va dire, légal et dramatique. Et là, je crois qu'aux États-Unis, le nombre de morts, je crois qu'on en annonce 100 000. Enfin, c'est complètement dingue. Et c'est très dangereux puisqu'il y a aussi des intérêts financiers. Donc, il y a eu un procès, enfin, il y a toutes des histoires à rebondissement judiciaire. Et dans le film, on voit la famille Sackler qui est obligée à un moment d'avoir un face-à-face avec des victimes, des familles de victimes. Donc c'est un film, donc à la fois, il faut le voir parce que politiquement, c'est passionnant. Et c'est une artiste engagée. Et nous, queer, LGBT, on découvre aussi toute une facette de cette culture, peut-être que l'on a croisé plus ou moins de façon lointaine. Et vraiment, Nan Goldin est une artiste absolument incroyable, une de nos contemporaines incontournables. Donc je vous invite absolument toutes et tous à le voir. Le nom du film est très beau, hein. Je vous le répète, toute la beauté et le sang versé. Quelle était l'ambiance dans la salle? Tu as pu mesurer un peu? Il y avait du monde? Oui, il y avait du monde. Donc il est sorti il y a quelques semaines. Il est toujours à l'affiche. Et je pense qu'on est, des échos, on était un peu éberlués de cet état, on va dire, sanitaire complètement dingue. Annabelle. Si contemporain ou il y a de quelques années? Alors là, c'est tout très très récent, hein, par rapport à, parce que lorsqu'il y a la confrontation entre les personnes, la famille Sackler et des victimes, c'est pendant les post-confinements. D'accord. Donc c'est encore en visio, c'est très récent. Et je pense que ça va encore évoluer, c'est à suivre. Ouais. Oui. Et Nan Goldin a fait, il y a un certain courage parce qu'à un moment dans le film, elle explique dans ces musées-là auxquels elle s'attaque parce qu'elle rentre en semi-effraction puisqu'elle rentre avec du matériel pour faire un événement qui n'est pas autorisé. Elle peut risquer aussi d'avoir ses œuvres qui sont décrochées. Ouais. Elle a pris le risque d'être mondialement une artiste mise de côté. Enfin. Bon, quand on voit son travail, on se dit que ça aurait été complètement fou. Mais il y a toujours le pouvoir de l'argent qui n'est pas négligeable s'il y a moins de budget dans les musées. Donc c'est bon signe. Ça veut dire que le monde de l'art, les musées dans le monde entier font de plus en plus attention aux mécènes et une simple, va dire, artiste entourée d'un collectif, c'est pas des moyens immenses qu'ils ont, mais une intelligence d'organisation, voilà, avec peu de moyens et au moment très ciblé, c'est grandiose. C'est un film qui se joue un peu partout? Oui, qui est oui, diffusé je pense. partout? Il est à Paris, mais il doit être, je pense, dans toute la France. Ouais. Ensuite, vous pouvez le regarder, plus tard, vous pourrez le regarder en VOD, mais je pense que dans les grandes villes, il est visible. Et vraiment, je vous le conseille immensément. Merci pour cette découverte, Valérie. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Et là, nous allons entendre Nathan Hierro pour le premier morceau musical. Tout à fait. Et chers chroniqueurs, chères chroniqueuses, je tiens à vous dire quelque chose parce que l'artiste que je vais vous présenter ce soir n'est nul autre que John Coltrane. Si vous vous souvenez bien, il y a peut-être 3 ou 4 émissions de cela, je vous avais présenté son fils, Ravai Coltrane, qui est du coup extrêmement connu aujourd'hui dans le monde du jazz. Eh bien, son père était encore plus connu que lui, puisqu'il a été littéralement un des saxophonistes les plus révolutionnaires de l'histoire du jazz. Il a été meneur du courant avant-gardiste dans les années 1960, et il est quand même, on va dire, parmi les membres fondateurs du jazz en termes de saxophone. Il y a lui, et il y a un autre monsieur qui s'appelle Charlie Parker. Rien qu'à ça. Voilà. Donc, il faut savoir que lui, il a essayé d'être extrêmement performant et extrêmement poussif au niveau de la musique. Il a cherché à maximiser le saxophone le plus loin possible dans le jazz,
que ça soit au niveau des timbres, au niveau du coup d'avoir de nouvelles tessitures ou encore trouver une nouvelle dynamique sur le saxophone. Et c'est pour ça que du coup, il arrive à avoir une très grosse improvisation et il est considéré comme un des plus grands jazzmen de l'histoire du jazz, justement. Il faut savoir que du coup, il a eu 3 fils, notamment avec du coup Alice, qui était sa femme, qui elle aussi est très connue parce elle était une très grande pianiste, très grande aussi clarinettiste. Et du coup, lui, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Pendant les années 40, les années 50 et tout le reste, il compose énormément de musique. Il faut savoir qu'il n'a reçu aucun Grammy. Pourquoi? Parce que la catégorie en fait n'existait pas à l'époque. Mais bon, tout simplement, il a quand même été assez impressionnant parce qu'il faut savoir qu'au final, il a enregistré, on dénombre actuellement à peu près, on va dire, plus d'une 50aine d'albums, avec pas moins du coup de 4 morceaux par album, donc ce qui est quand même un peu impressionnant. Il faut savoir qu'il a aussi fait plus d'une dizaine de collaborations avec Miles Davis, encore un très très grand autre jazzman. Et il a aussi fait pas mal de collaborations, notamment avec d'autres personnes de Blue Note, donc très grand label de jazz, ou encore Thelonious Monk, aussi très très grande pianiste. Et il a aussi fait une collaboration avec un certain Michel Legrand. Oui, il l'a vraiment fait avec Le Grand Jazz, apparemment. Il l'a fait en 1958, et apparemment ça s'est très très bien passé. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous passer quand même un super morceau, en tout cas, que j'ai découvert suite à mes recherches, et je vais vous passer ce magnifique morceau qui s'appelle It's Easy to Remember. On écoute ça tout de suite. Homo Micro, l'invité du jour. Bonsoir à tous et toutes. Et oui, ce soir, on inverse les rôles et c'est Brahim qui est mon invité. Alors, Brahim, vite fait, un petit portrait, car on te connaît sous un certain angle.
mais pas un autre. Et c'est ça qu'on va découvrir ce soir. Alors, Brahim, tu es l'aîné d'une famille de 8 enfants, né le même jour que ma belle-mère et la même année que le premier vol d'une femme dans l'espace. Tu as vu le jour sous la présidence de Gaulle dans une ville où le foot est roi, Saint-Étienne, aka le Chaudron. Cette année-là, les Beatles avaient le vent en poupe avec leur chanson She Loves You. Toi, tu aurais préféré le titre He Loves You. La plupart des gens te connaissent comme étant le créateur et animateur d'Homo Micro. Un militant LGBT+, un entraîneur du Paris Football Gay, l'auteur d'un Homo dans la Cité paru en 2009 chez Calman Levy. C'est déjà pas mal pour un seul homme. Mais tu n'es pas que cela. Si tu le veux, bien, on va inverser les rôles donc pour une dizaine de minutes à venir et c'est moi qui vais t'interviewer. Est-ce que tu es d'accord ? Évidemment que oui. Alors, on te connaît comme un grand défenseur de la cause LGBT+, dans ta vie civile. Et dans ta vie pro, tu défends une autre grande cause de discrimination, le handicap, dans un secteur qui t'est passion, le sport. Alors, ma première question, c'est, tu peux nous raconter un peu ton parcours professionnel, de tes débuts d'éducateur spécialisé à ton poste actuel de directeur d'handisport des Hauts-de-Seine ? Oui, alors en ce qui me concerne, effectivement, donc en étant éducateur spécialisé de formation, j'ai démarré ma carrière auprès des personnes qui présentaient un handicap moteur, des accidentés de la route, des gens qui avaient la polio. J'ai fait ça une dizaine d'années. Et ensuite, 8 ans au sein de l'association Perce-Neige, créée par Lino Ventura, qui avait sa fille qui était dans la première maison à Sèvres, dans le département du 92. Ensuite, j'ai été éducateur dans les quartiers en difficulté, comme on dit, toujours pour un peu développer un peu la pratique du sport auprès des jeunes qui sont en difficulté. Et après cela, j'ai donc rejoint le comité départemental handisport il y a maintenant 19 ans, depuis le 1er avril dernier, là, donc de ce mois-ci. Et après avoir fait une formation de directeur à l'école Buc, je suis donc devenu directeur de handisport et depuis, je n'ai pas quitté ce poste. Alors, raconte-nous un petit peu ce que c'est qu'un quotidien de directeur handisport d'un département. Alors, d'abord, en ce qui me concerne, je suis un lève-tôt. Donc, à 5h30 du mat, je me lève, petit-déj rapide, pour ensuite me rendre dans une salle de sport pendant 1h30 avant de rejoindre le bureau et mon équipe. Et ensuite, là, le travail au comité départemental, c'est d'abord d'intervenir dans le département des Hauts-de-Seine, où il y a 36 communes. Le travail au sein du comité handisport et que je fais en fait la plupart du temps aujourd'hui, c'est de mobiliser toutes les communes du département pour les inciter et solliciter à ce qu'ils créent des sections handisport en milieu ordinaire, parce que le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est en situation de handicap et qu'on habite une commune, on a du mal à accéder à une activité sportive adaptée. Souvent, c'est très loin du domicile. Et le monde ordinaire aujourd'hui, le milieu ordinaire, les structures sportives classiques, ne savent pas ou ont du mal encore à accueillir un public de handi, alors qui devrait normalement le faire depuis la loi 2005, qui demande à ce que les personnes en situation de handicap, aussi bien au niveau du sport, de la culture et de l'école, ils aient accès, comme tout le monde, à tout ça. Et le sport a énormément de retard. On a tendance aujourd'hui à en parler parce que nous sommes à 1 an et demi des Jeux que nous allons recevoir donc chez nous. Là, tout le monde se manifeste, tout le monde a envie d'être terre de jeu. Mais le travail aujourd'hui et le quotidien d'un comité comme celui que je dirige, c'est justement forcer les portes pour que les personnes en situation de handicap soient visibles partout et surtout un peu atténuer cette souffrance, surtout chez les familles, les parents qui ont des enfants handicapés, qui ont du mal de voir leurs enfants évoluer au milieu de tout le monde en fait. Bah, tu nous as dit donc dans le 92, il y a 36 communes. Sur ces 36, est-ce que toutes sont conformes à la loi de 2005 ? Ah là là, il y a encore énormément de travail. Donc, dans le département du 92, nous avons 840 licenciés pour 43 structures, un club. Alors, il y a les clubs 100% handisport, donc ça représente la moitié. Et l'autre moitié, ce sont des sections handisport ou sport adapté, le handicap mental. Ce qui se passe, en fait, c'est que il y a des communes qui accueillent des personnes en situation de handicap, mais ça part encore des bonnes volontés. Il y a des gens qui ont envie de faire des choses et qui les font, en fait. Il reste la grosse partie qu'il faut faire évoluer. Ce sont ceux qui ont peur du handicap.
Je prends un exemple dans une commune que je ne citerai pas. Je voulais un jour, à proximité d'un grand lycée qui accueille des personnes en situation de handicap, développer une activité de tennis en extérieur. Et je vais donc chez Forestil, là par contre je le dis, et on voulait obtenir des créneaux. Eh bien, Forestil, en gros, on veut bien organiser un événement pour accueillir des handis sur une journée, mais prévoir un créneau comme ça, c'est pas simple. En gros, on m'a fait comprendre que, vous savez, d'abord, le handicap fait peur. Voir des personnes arriver avec des tuyaux un peu partout, c'est ça, dans la tête de beaucoup de gens. Et ça m'avait un peu choqué, même très discriminatoire, en fait. Pour vous dire, on en est encore là. Il y a encore cette peur du handicap qu'il faut faire bouger. Et moi, je suis quand même assez optimiste parce qu'avec les jeux qu'on va accueillir chez nous, je pense que ça va finir par évoluer et bouger. Et les consciences vont on va dire... je pense qu'il y a des gens qui vont dire ça y est, parce qu'on se rend compte quand même du retard. Il y a beaucoup d'associations. Faites-nous qu'on fasse le tour des communes avant les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques. Ils sont conscients qu'il y a du retard. Et alors, que faut-il faire? Eh bien, c'est naturellement travailler avec le comité départemental handisport, former les gens pour accueillir les handis, et surtout permettre aux gens qui sont en situation de handicap, eh bien, d'être comme nous, de pratiquer comme nous, avec nous. Bah, espérons que les JO, voilà, de ce que tu nous dis, semblent être catalyseurs. Espérons que cette dynamique perdure après, hein, et que ça s'étiole pas. Oui, c'est notre souci, parce que c'est vrai que là, comme je disais tout à l'heure, tout le monde va être terre de jeu, tout le monde veut montrer qu'on s'intéresse au handi, qu'on s'intéresse aux pratiques handisport ou sport adapté. Mais maintenant, ce qui reste, qu'est-ce qui va rester après les Jeux? Donc le comité départemental handisport des Hauts-de-Seine, avec le comité olympique et sportif, et même avec l'association des maires, puisqu'il y a une charte qui a été signée en novembre dernier, en partenariat avec le préfet des Hauts-de-Seine et le président du conseil départemental, c'est de tout faire pour créer des sections handisport et sport adapté un peu partout, tout faire pour former les acteurs du sport, les éducateurs sportifs. Et on aimerait justement, après les Jeux, qu'il n'y ait plus d'obstacles, plus cette barrière. Et on espère vraiment que les choses soient immédiates, en fait. Après les Jeux, il va falloir agir vite, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment urgent. Alors, on voit, tu es un homme de combat. Tu promeus l'égalité de toutes et tous, hein, aussi bien pour les LGBT que pour le handicap. D'ailleurs, à ce titre, est-ce que tu vois un point commun entre ces deux luttes? Oui, le point commun, c'est en gros, quand on est différent des autres, eh bien, on fait peur. On fait peur et on est à la marge de la société. On nous met en marge de la société. Et moi, si j'ai rejoint le handisport, c'est que je me retrouve dans ce combat du fait que moi, en ce qui me concerne, je sois gay, et que j'ai eu pas mal de difficultés dans ma vie pour m'assumer. Et je trouve la plupart du temps les personnes en situation de handicap, encore aujourd'hui, en marge de la société. Et beaucoup de parents aujourd'hui souffrent quand leurs enfants ne pratiquent pas au milieu de tout le monde, en fait. Quand ils font la démarche d'inscrire leurs enfants dans une école des sports et autres, qu'on fait comprendre, on veut bien les accueillir, mais on n'a pas le personnel pour, on n'est pas suffisamment équipé. Tout cela ne devrait pas être dit et ne devrait pas être annoncé. D'ailleurs, les maires des communes devraient normalement, depuis la loi 2005, puisque ce sont les maires des communes qui donnent des subventions aux associations sportives, il aurait été temps, eh bien, tout simplement, de faire comprendre aux associations sportives, si elles ne font pas l'effort et si elles ne réfléchissent pas sur la question de l'inclusion, eh bien, on pourrait revoir leur subvention. Mais comme ça représente des électeurs, tout ça, eh bien, les maires sont assez, je veux dire, assez en retrait de tout ça, donc ils ont des craintes. Et ça, c'est un véritable problème. Et une maman d'un enfant me disait un jour, moi, je ne souffre pas que mon enfant est en situation de handicap, parce que c'est quelque chose qu'on accepte aujourd'hui, mais on souffre qu'il ne vive pas au milieu des autres et qu'il soit considéré comme les autres. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans ce domaine-là. Il y a du travail, c'est un véritable parcours du combattant. Et j'espère vraiment quand même ces Jeux vont nous permettre d'aller de l'avant assez rapidement. Et dans ton quotidien, est-ce que ça t'arrive de mêler les LGBT-phobies au handisport?
de promouvoir l'inclusion des personnes handicapées, en situation de handicap et LGBT, à faire du sport? C'est une bonne question. C'est au programme. C'est vrai, non, c'est au programme. Une personne y a pensé au sein de notre mouvement. Ça a été dit lors d'un séminaire, en fait. C'est au programme, mais c'est encore quelque chose qui n'a pas vu le jour quelque part. Encore une fois, il y a du boulot dans ce domaine-là. Pour vous dire ensuite, en ce qui concerne ma situation, le fait d'être gay, il y a, on va dire, une petite quinzaine d'années en arrière, ou même 10 ans en arrière, eh bien, j'avais peur de dire que j'étais gay, parce que le fait de bosser dans les associations sportives et autres, ma crainte, c'était que je me fasse virer, quoi. Et donc, je n'osais pas dire qui j'étais, quelque part. Et ça a été un véritable problème pour moi. Et ensuite, aujourd'hui, depuis que le livre il est sorti, donc tu as cité Un homo dans la cité, finalement, je suis respecté sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ose parler au sein de mon mouvement et même auprès des collectivités, tout ça, que je suis gay. Ça ne pose plus de problème, alors qu'il y a quelques années en arrière, je me cachais encore. Et je me dis finalement, la visibilité, c'est important. Quand on force les portes et qu'on dit réellement qui on est, eh bien, ça fait quelque part avancer les choses, mais il faut pas avoir peur, il faut oser, mais c'est pas toujours donné à tout le monde, malheureusement. Tu parlais de visibilité, donc on te connaît créateur, animateur d'Homo Micro depuis 2004. Et puis, il y a un petit frère, hein, il y a un nouveau podcast. Dans le cadre de ton travail, depuis quelques semaines, tu as lancé et animes un nouveau podcast. On a tous l'athlète de l'emploi, le premier podcast qui parle de sport et de handicap sans obstacle. Alors, tu peux nous expliquer le principe de cette émission ? Oui, alors je parlais d'un séminaire donc, qui a été organisé en novembre dernier sous le patronage du préfet, en partenariat avec le conseil départemental, le comité olympique et sportif du département du 92. En gros, c'est réfléchir tous ensemble sur la question de l'inclusion en invitant tous les comités sportifs du département. Ce séminaire a eu lieu. Et là, comme je suis un passionné de radio, je me suis dit, aujourd'hui, il faut un média qui va positiver, qui va mettre en avant toute la réussite d'une inclusion. Alors, on a réalisé deux sujets, donc, parce que l'idée, c'est de faire le tour des communes. Nous avons donc fait un séminaire à Villeneuve-la-Garenne, dans le 92, donc, et à Suresnes. Et à chaque fois, on se déplace avec un mini-studio portable. Et on assure des entretiens. Et là, c'est une réussite, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce média, donc, et ce podcast va tourner. Il va donc éveiller les consciences et tout le monde voudra démontrer qu'il sait ce que c'est qu'une réussite et il sait ce que c'est que l'inclusion quelque part. Donc c'est un média qui est pour nous moteur et qui marche assez fort depuis son lancement en fait. Alors est-ce que tu connais la 3e ville qui sera participante du podcast? Oui, alors nous aurons certainement la ville de Bagneux dans le 92. Bagneux dans le 92. Ouais. Ils ont beaucoup d'installations. C'est une structure, une ville très populaire qui a réfléchi sur la question de l'inclusion même avant que nous on passe par chez eux. Ils ont des installations sportives, mais ce qui est intéressant dans la commune de Bagneux, c'est que ce sont des gens qui sont modestes et qui ont plein d'idées. Et ce qui est encore une fois d'intéressant, c'est qu'ils accueillent déjà un public de personnes en situation de handicap depuis maintenant de très nombreuses années, en fait. Et c'est un exemple aussi, parce qu'avec peu de moyens, ils arrivent à faire des choses intéressantes. Espérons que ça rayonne. Ouais. Et ça rayonnera. Enfin, pour finir, Brahim, toi qui es l'homme des premières fois, Homo Micro, première émission francophone sur l'actu LGBT+, on a tous l'athlète de l'emploi, premier podcast qui parle de sport et de handicap sans obstacle. Est-ce que tu as le projet d'un 3e podcast inédit? Bonne question, il faut que j'y réfléchisse. Bonne question. Non, j'ai pas vraiment d'idées ce soir, mais j'ai plein d'idées qui bouillonnent dans ma tête et je suis sûr que ta question va certainement me faire bouger un peu et je pense que dans quelques temps,
tu m'inviteras pour une invitation pour que je te parle de ce projet, ouais. du nouveau podcast. Merci Brahim pour ce partage sur ta vie professionnelle. J'encourage toutes nos auditrices et auditeurs à aller écouter On a tous l'athlète de l'emploi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On a tous l'athlète de l'emploi. Le premier podcast qui parle de sport et de handicap zéro obstacle. Animé par Brahim Naïd-Balk. Merci, c'était vraiment une surprise. Merci pour cet entretien. Merci, cher Brahim, d'être prêté à l'exercice. Vraiment, merci. Voilà les auditeurs. Tu étais tout attentif. Oui, tout à fait. Et je suis ravie de découvrir cette facette-là. Mais j'avais lu ton livre et j'avais fait une chronique sur ton livre. Et effectivement, le pouvoir de la radio, c'est magique. Effectivement, ouais. Et voix l'échange. Merci, effectivement. Merci à toutes les deux. Merci Annabelle. Nous allons maintenant passer au deuxième morceau musical, Nathan. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, pour ce morceau musical, j'ai quelque chose d'assez important d'ailleurs à vous faire parler, puisque cette personne-là, cette artiste-là, n'est pas très connue. Cependant, je l'ai découvert il y a très peu de temps en regardant une vidéo, en tombant sur une vidéo par hasard sur Internet, où elle donnait un concert au New Morning. Donc déjà, salle pas anodine. Il faut savoir que cette artiste s'appelle Kinga Glick, elle est polonaise, c'est une bassiste, compositrice de jazz polonaise. Elle a été très souvent accompagnée de son père. Elle a joué notamment avec son propre trio du coup au Stuttgart Festival Jazz Open, au Festival Jazz de Saint-Moritz aussi. Et actuellement, tout simplement, elle a été super connue parce que à fin 2019, elle a décidé de publier une chanson et une version solo plutôt de Tears from Heaven d'Eric Clapton qui a très très bien marché. Et du coup, aujourd'hui, Kinga Glick, tout simplement, est l'avenir du jazz européen avec cette magnifique basse très très ronde qui sonne très très bien. Alors, du coup, en 2019, elle est venue au New Morning pour promouvoir son album Feelings, mais aussi pour jouer d'autres morceaux. Et parmi cet album, il y a un morceau que je vais quand même vous passer ce soir, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Let's Play Some Funky Groove. On écoute ça tout de suite.
Homo Micro, l'invité du jour. Voici le résultat du scrutin. Suffrage exprimé 566. Non, pardon. Vous voyez l'émotion matin, moi aussi. Votant 566. Suffrage exprimé 556. Majorité absolue 279. Pour 331, contre 225. Après 136 heures et 46 minutes. S'il vous plaît. Mes chers collègues, après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Le mariage pour tous, c'était il y a 10 ans déjà. Peut-être que vous ne vous en souveniez plus. Mais le 23 avril 2023, la loi ouvrant l'adoption et le mariage aux couples de même sexe était votée à l'Assemblée nationale. Homo Micro, pour l'occasion, est fier d'être partenaire d'une exposition inédite, audio virtuelle, réalisée par notre ami Didier Reynaud, que vous pourrez retrouver sur le site www.conseilequitable.com. J'ai aussi le plaisir de l'accueillir aujourd'hui pour nous en dire un peu plus sur ce sujet, pour nous présenter l'exposition. Salut Didier, comment ça va? Merci d'être là avec nous. Et quel temps fait-il à Bruxelles? Il ne fait pas très beau comme souvent. Ouais. Merci pour votre accueil et bonjour à tout le monde. Alors Didier, merci d'être là encore une fois, vraiment, c'est avec émotion que j'assure cet entretien avec toi. Ce n'est pas la première fois que tu es avec nous, d'ailleurs il y a 10 ans tu étais déjà venu ici pour nous parler d'un produit militant, équitable et bio que tu avais lancé pour le mariage pour tous, un rhum qu'on avait bu avec plaisir et j'ai dû même exagérer à ce moment-là, je me souviens, comme je ne sais pas toujours me maîtriser dans ce domaine, et modération bien sûr. Oui, c'est bien ça, c'est bien 10 ans, hein, Didier. Oui, c'était déjà il y a 10 ans. Ouais. Le produit, on en parlera peut-être après, mais effectivement. Ouais. Et tu ne fais pas que cela, puisqu'il y a 10 ans, tu avais donc profité pour être présent armé de ton appareil photo à toutes les manifestations pour le mariage pour tous. Si j'ai bien compris, c'est pour célébrer l'anniversaire que tu t'es imaginé organiser une exposition que tu as fait de manière virtuelle. Alors, à nos auditeurs, dis-nous un peu, en te connaissant un peu, pas encore, est-ce que tu peux nous dire d'abord, te présenter assez rapidement? Moi je te connais assez bien, mais nos auditrices et auditeurs. Oui, bien sûr. En quelques mots, je m'appelle Didier Reynaud, j'ai 35 ans. Il y a 10 ans, donc j'en avais 25. Le temps passe décidément trop vite. Je suis français, stéphanois d'origine, une région que tu connais bien. Oui. Et je suis domicilié à Bruxelles où je gère ma petite structure dénommée Conseil Équitable, une agence multi-activités œuvrant dans la transition sociale et écologique ainsi que pour les droits humains. Et je suis aussi passionné par la photographie, l'écriture, et j'aime m'engager pour de multiples causes. Et donc depuis hier, on peut découvrir donc cette exposition audio-virtuelle qui nous replonge dans l'époque du mariage pour tous. Comment t'es venue l'idée et peux-tu nous présenter cette exposition à nos auditrices et auditeurs, Didier? Bien sûr, avec plaisir. Alors sur www.conseil-équitable.com, vous pourrez retrouver mon exposition photo intitulée Mémoire de lutte, l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Une exposition que j'ai créée en ligne sur mon temps libre afin de témoigner de ce que nous avons ressenti à cette époque. J'avais ce besoin de transmettre et de faire vivre mes archives. Alors l'idée m'est venue parce que ça faisait quelques mois en fait que je réfléchissais à faire de nouveau quelque chose pour le mariage pour tous, puisque tu l'as signalé tout à l'heure. Il y a 10 ans, j'avais lancé un produit militant pour le mariage pour tous
qui s'appelle donc le rhum Oui à l'égalité, en collaboration avec Éthicable, avec l'artiste du Gudus et le KNIF. Donc c'est un produit bio et équitable. Et je voulais refaire un produit initialement, le projet un peu tombé à l'eau. Et puis je me suis dit que je pourrais proposer quelques photos à des amis, des photos que j'avais prises. Et puis voilà, un soir justement, en revenant de chez un ami, il y a un mois à peine, je me suis dit que ce serait vraiment bien en fait que des galeries en ligne virtuelles existent. Et j'ai trouvé immédiatement une plateforme qui proposait ça gratuitement, très facile d'accès, y compris pour le faire. Et du coup, je me suis lancé un peu à corps perdu. J'ai découvert qu'on pouvait rajouter des descriptions aux photos, de l'audio. Tout s'est emballé. Je me suis pris au jeu et j'y ai passé toutes mes soirées et mes week-ends. Ouais. Et je me suis éclaté, en fait. Et de fil en aiguille, l'exposition a pris vie. Alors, vous pourrez découvrir 30 photos environ et autant d'audio et de surprises. Et tout ça donc dans un univers 3D exceptionnel, une sorte de loft assez magnifique qu'on rêverait tous d'habiter, tous et toutes d'habiter. Et puis vous pourrez vous y déplacer librement, seul, en famille, avec vos proches, vos amis, vos collègues. Et ce, 24 heures sur 24 et depuis chez vous. Alors nous sommes partenaires et nous en sommes vraiment très très fiers, au même titre que de nombreuses autres organisations. Peut-être qu'on peut les citer, Didier ? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, et merci encore pour ce partenariat. Vous êtes les premiers, ça me touche énormément. Parmi les autres partenaires que je remercie, il y a Committed, média qu'on ne vous présente plus, c'est sans doute un des médias LGBT écrit le plus sérieux et engagé. Et d'ailleurs, un petit coucou à Christophe qui était là tout à l'heure. Il y a aussi Rouge Direct, c'est le collectif qui lutte contre l'homophobie dans le foot, une cause qu'on partage en commun, toi et moi, Brahim. Et puis, parce que je pense que cette lutte, elle est primordiale. Alors, il y a aussi France TV pour toutes et tous. C'est l'association des salariés LGBT du groupe France Télévisions. Et un petit coucou à Dan au passage. Et il y a bien sûr la discothèque coopérative Le Tango à Paris. Et enfin, il y a d'autres partenaires type DreamAct, une plateforme de produits éco-responsables qui m'a accompagné dans la réalisation de produits dérivés. Et Plante C, une organisation belge qui m'accompagne aussi dans la compensation carbone avec laquelle on étudie la meilleure façon d'estimer mon bilan carbone de l'exposition afin d'être cohérent. Et puis, bien sûr, il y a Mémoire minoritaire, une association basée à Lyon qui œuvre pour la transmission et la préservation des mémoires LGBTQI+, et que je soutiendrai financièrement en reversant 10% des bénéfices de l'exposition, notamment par la vente de photos de tirages d'art numérotés que vous pouvez acquérir sur mon site, conseil-équitable.com, et découvrir, bien entendu, dans l'exposition. Et ce financement... il servira particulièrement à leur projet qui s'appelle Big Data, un nom que j'aime beaucoup. C'est un projet numérique très innovant qui est au service de la mémoire LGBTQI+, donc il y a une forte cohérence. Et puis, si jamais vous voulez être partenaire de l'exposition, contactez-moi, ce sera avec plaisir. Très bien, merci. On va faire vite parce que je voudrais pas. Il faut que tu t'exprimes absolument sur tout, Didier. À présent, j'aimerais que tu nous dises maintenant, que tu nous en dises un peu plus sur les photos et sur ce fameux audio. On peut peut-être décrire quelques photos qui t'ont marqué. Et puis, je ne sais pas, écouter un audio si tu veux pour qu'on se rende compte un peu de ce magnifique travail que tu as réalisé. Ok, avec plaisir. Je vais vous raccourcir un peu l'exposition en vous en parlant comme ça, mais vous irez la voir. Il y a beaucoup de photos de manifestations, évidemment. On peut dire que c'est des photos de rue. Il y a des photos de manifestantes et manifestants, bien sûr, avec des pancartes drôles ou émouvantes, des personnes qui sourient, des gens qui s'embrassent. Il y a des gens qui rigolent, il y a des drapeaux qui flottent, des parapluies aussi, beaucoup. Car je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait beaucoup plu lors des manifs pro-mariage. Il y a des photos insolites en mouvement et l'expo est organisée de manière chronologique avec des audios, des extraits de discours et il y a aussi en petit bonus quelques personnes invitées qui sont venues témoigner, que ce soit des artistes, des militants, du monde associatif, voire politique, comme par exemple Erwan Binet qui était
le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale et qui nous a fait en fait un petit audio. Ouais. Alors on a justement sélectionné donc un audio. Est-ce que tu peux nous décrire la photo qu'on s'apprête à entendre, Didier? Oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'un jeune homme qui est près de la Bastille. Il est au téléphone et il tient une pancarte. Il a l'air très pressé ou très pris dans sa conversation, ou les deux. Et sa pancarte est très drôle. Je vous en dis peut-être pas plus, et peut-être qu'on peut écouter directement l'audio. Ce jeune homme pressé au téléphone et accroché à sa pancarte m'a beaucoup amusé. Tel un gage ou une promesse, les mots inscrits sur son affiche semblaient refléter sa pensée, telle une bulle dans une bande dessinée. Vous nous faites des homos, nous vous ferons des hétéros. Simple, drôle, percutant et synthétisant exactement toute l'absurdité de la situation dans laquelle nous étions et des flots d'homophobie que nous recevions. En un sarcasme bien pensé, ce militant résumait tous nos combats et toutes les craintes infondées que nous nous prenions. Il semblait dire « Laissez-nous fonder une famille, promis, on vous fera des hétéros, soyez rassurés, si là était votre crainte. » Oui, alors sa pancarte était donc en effet très drôle et même émouvante. C'est du bon sarcasme en effet. Alors Didier, je crois que l'on approche de la fin de l'interview. J'ai eu l'occasion de visiter et parcourir cette exposition dès le début, dès sa construction, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a des musiques classiques qui accompagnent les audios. C'est vraiment un plaisir. Je ne peux que vous encourager à la visiter. Et en plus, je vois que tu as rendu cette exposition très cohérente en termes de diversité d'images. On se rince l'œil aussi, je trouve ça bien. Et qu'il y ait aussi des réflexions sur l'écologie, et ça c'est vraiment ton truc dans ton exposition. Et même en même temps, je ne suis pas surpris de toi, aussi bien pour la compensation, je dirais, carbone, et aussi en partie, d'après ce que j'ai compris, et pour les petits produits dérivés qui sont très mignons et éco-responsables. Est-ce que tu veux nous partager une pensée qui nous donnerait envie d'aller voir tout ça, Didier? Oui, alors sans parler d'aller voir juste voir mon exposition, j'aimerais en profiter en fait tout simplement, c'est un peu le but de l'exposition, en faire de même. Et je peux aussi vous accompagner avec ma structure si vous le désirez. J'ai trouvé en fait cet exercice très sympa. C'est ma deuxième expo. La première, elle portait en fait sur le commerce équitable. Et en fait, j'ai trouvé que le principe reposant sur une visibilité forte, une accessibilité à toutes et tous, ça permettait vraiment de s'exprimer comme on le veut. Alors du coup, n'hésitez pas, c'est un peu ça que je souhaiterais vous dire. Et évidemment, si vous voulez acquérir des petits souvenirs ou faire un don ou prendre part donc au financement d'une association et d'un projet LGBT lié au numérique, j'en serais ravi. Et puis, j'en profite aussi pour vous remercier encore toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné, comme mes parents, bien sûr, et mes proches et mes amis, tous les partenaires. Et puis celles et ceux qui m'ont prêté leur voix, et puis surtout toi, Brahim, pour ton soutien très très fort. Merci, en tout cas, c'est normal, surtout quand on te connaît. Je sais que tu es un très très grand travailleur. On souhaite vraiment une réussite à cette exposition-là. Tu peux nous rappeler un peu où on peut la trouver et nous dire un peu comment nos auditrices et auditeurs peuvent se rendre compte de ton travail, et c'est un travail bien sûr d'artiste. Merci, je me sens flatté. Alors, on pourra la retrouver sur conseil-équitable.com, donc www.conseil-équitable.com. Et puis, voilà, merci encore une fois pour votre accueil. Alors, juste une précision, vous pouvez la voir via une application qui s'appelle ArtSteps aussi, une application pour mobile ou iPad. Mais je vous encourage quand même vivement à la regarder directement en ligne sur un ordinateur, parce qu'en fait, j'ai oublié de le préciser, mais avec les audios, il faut 50 minutes pour si on veut écouter toute la version commentée de l'exposition. Donc, il faut vraiment être dans des conditions confortables. Voilà. Du coup, merci vraiment. Merci vraiment, Didier. Merci pour ton intervention. Longue vie à ton exposition. Hein, merci beaucoup. Et à très bientôt dans mon micro. Merci, à très vite et bonne expo. Merci Brian. Bonne expo.
Merci à toutes et à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Homo Micro, le podcast qui se prend au mot. Dans le plus d'Homo Micro en podcast, on retrouve Denis Martin Chabot à Montréal, animateur de notre petite sœur de l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève, pour nous parler du mouvement anti-drag queen qui prend de l'ampleur de l'autre côté de l'Amérique. Allô Brahim, une lecture de conte pour enfants proposée par la drag queen Barbada, que vous connaissez sûrement en France puisqu'elle a une carrière internationale, a dû être déplacée par la ville de Sainte-Catherine, c'est situé au sud de Montréal, au début avril en raison d'une manifestation s'y opposant. C'est aussi arrivé à Montréal à l'été dernier quand un arrondissement, celui de Saint-Laurent, a dû annuler un événement du genre en raison de quelques protestations par certains groupes anti-drague. Mais revenons donc à l'événement de Sainte-Catherine. Malgré le déplacement de l'Ordre du Conte en un lieu connu que par l'artiste et les enfants et leurs parents inscrits, une manifestation organisée par les anti-drag queens, à laquelle des contre-manifestants pro-LGBT étaient présents, a donné lieu à des affrontements. Il y a même eu des arrestations. Quelques jours plus tard, l'Assemblée nationale du Québec adopte à l'unanimité une motion pour appuyer les drag queens et l'Ordre du Conte. Par contre, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, lui-même gay, mais qui n'a pas réussi à se faire élire, ni à faire élire un seul député aux dernières élections, jette un pavé dans la mare et lance une pétition pour, je le cite, « protéger les enfants des drag queens ». Fin de la citation. Cette pétition approche 35 000 signataires. Par contre, une pétition d'appui à l'Ordre du Conte lancée il y a quelques jours dépasse maintenant les 26 000 signataires. Pour le professeur à l'Université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, David Morin, on assiste à la structuration d'un écosystème de droite réactionnaire qui a débuté lors de la pandémie de COVID-19. On y retrouve plusieurs des mêmes leaders complotistes de la pandémie. Le discours anti-drague, selon plusieurs chercheurs, s'associe à une forme de conservatisme assez classique. Ainsi, la famille est vue comme l'unité de base des sociétés occidentales et les mouvements progressistes cherchent à détruire la famille, les repères culturels à travers des enjeux comme l'avortement, le rôle des femmes, les droits des minorités sexuelles, etc. Donc, l'utilisation des enfants est un bon moyen pour obtenir des appuis pour l'extrême droite. La mouvance anti-drague provient en fait des États-Unis. Plusieurs États américains, dont l'Arizona, le Tennessee, l'Arkansas, l'Iowa et le Texas, entre autres, ont légiféré contre les spectacles de drag queens. Des groupes d'extrême droite, parfois armés, comme les Proud Boys, ont fait annuler des événements avec des drag queens dans le pays. Ce discours a des conséquences bien réelles ici au Canada. On peut le constater avec l'augmentation des crimes haineux à l'encontre des minorités sexuelles depuis quelques années. Brahim. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Le 26 avril, c'est la journée, comme nous le disait tout à l'heure notre ami Christophe Martel, de la visibilité lesbienne. Et du côté de Toulouse, dans un film à regard, Anne-Catherine Mesure nous présente un film britannique, Blue Jean, de Georgia Oakley. Et bonsoir tout le monde. Alors ce soir, pour un film à regard, je voulais évoquer un film britannique qui est sorti le 19 avril, donc il y a très récemment, et qui est Blue Jean de Georgia Oakley. Et pourquoi ce film-là ? Parce que tout simplement, le 26 avril, ce sera la journée de la visibilité lesbienne. Et je trouve que ce film est pertinent par rapport à ce sujet-là. Le synopsis, tout simplement, on est en 1988 dans l'Angleterre thatchérienne. Et on a comme personnage principal Jane, qui est un professeur de sport. C'est une femme qui est lesbienne et qui vit tous les jours dans l'angoisse que cela se sache. Car à ce moment-là, la loi interdit d'évoquer l'homosexualité à l'école. Et donc tous les jours, elle subit les préjugés, les stéréotypes, les commentaires désagréables. Et elle se sent jugée et complètement apeurée. Et elle tente de trouver un équilibre malgré tout cela. Donc l'intérêt de ce film, c'est de montrer que comment quand un État autorise l'homophobie, la situation est complètement toxique pour les personnes concernées, évidemment. Et que la loi, là, c'est pas une loi qui protège, mais au contraire une loi qui permet d'incriminer.
Et donc le film montre du coup les réponses qu'on peut avoir en individuel, hein, essayer de survivre comme on peut, et aussi en même temps la solidarité communautaire, puisqu'on voit que les lesbiennes trouvent des façons de s'entraider, de celles qui sont plus en difficulté sont aidées par les autres qui s'en sortent mieux. Et donc voilà, c'est un film aussi qui permet de remettre les choses dans un contexte historique et qui n'est pas si vieux que ça, puisque l'homophobie et là, en particulier dans l'histoire de ce film, la lesbophobie, sont restées longtemps légales. Et on peut, alors là ça se passe en Angleterre, hein, mais on peut faire le parallèle avec la France, puisqu'il a fallu attendre 1982 pour que l'homosexualité soit dépénalisée. Et là, et justement, en France aussi, pour un enseignant ou une enseignante, quand l'homosexualité était sue, il pouvait être, ou elle pouvait être accusée de détourner la jeunesse, de la pervertir. Donc c'était une accusation grave et un gros risque dans une carrière. Donc voilà, c'est un film vraiment intéressant, agréable malgré le contexte lourd. Et je pense que c'est une façon de rendre aussi hommage à cette journée du 26 avril et à la visibilité lesbienne. Voilà, je conseille à toutes et tous d'aller le regarder. Il est en salle en ce moment. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute. À très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir Annabelle. Au revoir et à très vite. Au revoir, Au revoir. Valérie. À très vite. C'était un plaisir d'être avec vous. On vous embrasse. Et salut à notre ami réalisateur Nathan. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.